Merci, professeur Belhassan. Bonjour tout le monde. Merci aux organisateurs pour cette session. Donc, merci pour cette session qui nous permet tous à renouer avec les bases fondamentales donc en neuro-ophtalmologie. Et durant les prochaines 20 minutes, on va essayer de traiter la question autour de l'anatomie des voies visuelles. Donc, pour traiter cette question, je vais essayer d'aborder l'organisation anatomique des voies visuelles en distinguant la voie optique consciente, qui est la voie rétino-corticale vers le cortex visuel, qui est une voie afférente, qui a principalement comme fonction la perception de l'image, et les voies optiques inconscientes, afférentes et efférentes, essentiellement la voie vers les noyaux prétectaux qui rentrent dans le réflexe le contrôle pupillaire. Les autres voies inconscientes seront traitées par les présentations qui suivent. Donc, à chaque étape, on va essayer de discuter autour de l'organisation fonctionnelle des structures impliquées et un petit mot sur leur vascularisation. Donc, comme introduction, le traitement du signal visuel représente un énorme défi informatique pour le cerveau. Donc, il s'agit d'un système de neurones hautement organisé et efficace pour répondre à ces exigences. Donc, les voies visuelles ont pour fonction de recevoir, relayer et finalement de traiter les informations visuelles. Donc, ce système est organisé, comme je viens de le citer, en voie optique consciente et en voie du contrôle des réflexes. Donc, les connaissances détaillées de l'anatomie du système visuel associées à un examen approfondi permettent de localiser avec précision les processus neuropathologiques et de guider le diagnostic et la prise en charge des troubles neuro-ophtalmologiques. Donc, je vais essentiellement me focaliser sur la voie optique classique que tout le monde connaît. Donc, une fois l'image est reflétée sur la rétine grâce à la réfraction de la cornée, elle suit des voies, à savoir donc le nerf optique, le chiasma, les bandelettes optiques, le corps genouillé latéral et les radiations optiques avant d'arriver aux aires visuelles corticales. Donc une voie annexe qui me semble principale à traiter parallèlement parce qu'elle est automatique à cette voie, c'est la voie du contrôle pupillaire qui est une voie qui se passe en suivant une voie afférente qui conduit le stimulus lumineux jusqu'aux noyaux prétectaux et à partir de ces derniers, il y a une voie efférente qui va vers le noyau Eden-Westphal du groupe des noyaux du 3. Et donc, c'est une voie qui est importante dans le contrôle pupillaire. Donc, la voie optique, à travers cette voie, on va s'arrêter sur plusieurs stations. Et donc, on commence par la rétine. Cette voie, sur cette image à gauche, on voit la superposition des deux champs visuels qui vont se projeter sur chaque œil. Donc, le champ visuel nasal de l'œil droit va se projeter vers le champ visuel, le champ rétinien temporal. Et le champ visuel temporal va se projeter vers le champ rétinien nasal. Donc, en suivant leur trajet sur le nerf optique, les faisceaux temporaux continuent leur trajet homolatéral, tandis que les fibres nasaux vont croiser la ligne médiane, de sorte que le champ visuel droit va être traité par le côté contralatéral gauche de la voie optique après le chiasma. Donc, dans cette voie rétino-corticale, il est important
Oui, merci. Oui, ah, oui, d'accord, ok. Donc, dans cette voie rétino-corticale, du point de vue, et en considérant cette organisation qu'on vient de citer, il est important de la scinder en trois portions. En portion préchiasmatique, incluant le globe et le nerf optique, en portion chiasmatique et en portion rétrochiasmatique. Cette distinction a une grande valeur pour l'orientation topographique des déficits visuels. Donc la rétine, c'est la première étape, le premier niveau qui reçoit le faisceau, le signal lumineux. Donc le signal lumineux va traverser les couches de la rétine. Donc c'est une coupe transversale qui montre ici la partie périphérique de la rétine qui est accolée à la sclère. Et ici c'est la partie interne qui est contre le vitré. Donc le faisceau lumineux rentre par l'axe optique, il stimule les cellules photoréceptrices qui sont les cônes et les bâtonnets. Donc c'est des cellules qui vont faire la transduction du signal lumineux en un influx nerveux. Donc il faut savoir que les cônes sont majoritairement localisés au niveau du fovea. Donc fovea qui est le centre de haute acuité visuelle de la rétine, tandis que et qui permettent la vision des couleurs et la vision de haute résolution, et les bâtonnets qui se situent au niveau de la périphérie, qui eux sont des cellules qui permettent la vision nocturne ou crépusculaire avec une faible résolution. Donc, à partir de ces cônes, le stimulus nerveux va être acheminé vers les cellules bipolaires. Ces cellules bipolaires représentent un peu le premier relais neuronal, un peu par analogie aux cellules sensitives du ganglion dorsal, par exemple, pour la voix sensitive. Et il va conduire l'influx nerveux vers le deuxième neurone, à savoir les cellules ganglionnaires, après avoir modulé ce signal grâce à des cellules horizontales, amacrines et autres cellules. Donc les cellules ganglionnaires vont acheminer l'influx nerveux via leurs axones qui vont former le nerf optique. Donc ces cellules ganglionnaires, il y a plusieurs types, essentiellement deux types de cellules, dont une c'est des cellules de haute résolution et d'autres de moindre résolution, et on comprend que les cellules de haute résolution se situent majoritairement dans le fovea et les autres dans la périphérie de la rétine. Donc ainsi, une anomalie au niveau de cette couche des photorécepteurs va empiéter sur le champ visuel en donnant des scotums de systématisation mal systématisés, avec une traduction au niveau de l'examen du fond d'œil. Donc l'émergence des axones à partir des cellules ganglionnaires, ils suivent une rétinotopie, à savoir que les fibres ganglionnaires provenant du fovea vont circuler directement vers le disque optique, qui est un site de convergence, le site de convergence du nerf optique. Tandis que les autres zones vont converger en dessous et en dessus de cette ligne horizontale pour former le nerf optique.
Ici, c'est une image du fond d'œil qui montre la fovea, qui est cette zone un peu dense dans le fond d'œil, avec en interne le disque optique, le lieu de convergence du nerf optique. Ce lieu-là est une tache aveugle dans le champ visuel parce qu'il ne contient pas de photorécepteurs, c'est juste le point de convergence du nerf optique. Donc la rétine, elle est essentiellement irriguée par l'artère centrale de la rétine, qui est une branche de l'artère ophtalmique, sauf au niveau de la fovea, qui est une zone avasculaire. Donc, le nerf optique émerge au niveau du disque optique et traverse la lame criblée, qui est une formation de la sclère en continuité avec la sclère du globe oculaire. Et puis, il sera à partir de ce niveau-là myélinisé grâce aux cellules aux oligodendrocytes. Et donc, je rappelle que contrairement aux autres nerfs crâniens, le nerf optique et la rétine sont une extension du cerveau, du point de vue embryologique. Et la myélinisation du nerf optique se produit grâce aux oligodendrocytes. Donc, il serait éventuellement siège d'astrocytome plutôt que de schwannome, comparativement avec les autres nerfs périphériques. La tête du nerf optique elle est vascularisée à travers les branches de l'artère ophtalmique qui constitue un cercle anastomotique au niveau de son émergence. Donc, le fibre optique, il englobe 1,2 million de fibres nerveuses et son diamètre s'agrandit après la lame criblée grâce au phénomène de myélisation et grâce à son contact avec les méninges. Donc, ce nerf optique, on lui décrit trois portions, la portion intra-orbitaire, la portion intracanalaire et la portion intracrânienne, avant qu'il ne converge vers le chiasma. Donc, on peut suivre les fibres qui émergent de la rétine temporale et qui traite le champ visuel nasal et qui vont continuer leur trajet latéralement sans croiser la ligne médiane, tandis que les fibres qui émergent de la rétine nasale vont croiser la ligne médiane après un court parcours vers l'avant au niveau du nerf optique contralatéral. Donc ces nuances anatomiques, ils ont leur retombée clinique en analysant les anomalies du champ visuel. Donc un peu, si on zoome un peu sur le chiasma optique, donc cette décussation chiasmatique, elle sert à rassembler les informations provenant des moitiés de chaque rétine qui voit la même partie du champ visuel. Donc ici, on voit que la rétine, que l'hémichamp temporal se projette avec une image inversée sur l'hémirétine nasale et l'hémirétine temporale contralatérale. Et donc le chiasma, elle a pour rôle d'assembler ces deux hémichamps pour les converger vers les bandelettes optiques qui, eux, donc à travers le faisceau, latéral, il va traiter l'hémichamp l'hémichamp contralatéral. Donc ici, c'est une coupe sagittale qui montre ici la localisation des bandelettes optiques, donc avec la glande hypophyse en dessous et donc avec la distance qui le sépare de cette structure. Et on voit ici que le chiasma optique baigne dans les artères de cercle de Vinis qui assurent son irrigation. Donc, chaque tractus optique contient les axones provenant de la rétine temporale ipsilatérale et de la rétine nasale contralatérale, donc pour renseigner le même champ visuel.
Donc, on arrive après le chiasma optique au corps genouillé latéral. Donc, c'est une partie du thalamus qui comporte d'importants nombres de cellules où les cellules ganglionnaires, une partie des axones des cellules ganglionnaires vont synapser à ce niveau-là. Donc 60% des fibres du tractus optique font synapse à ce niveau, en respectant l'organisation rétinotopique de la rétine, avec une répartition en 6 couches. Donc on voit ici le hile du corps genouillé où se projettent les faisceaux maculaires. Et latéralement, on voit donc la corne latérale où se projette le faisceau latéral et la corne médiale où se projette le faisceau médial. Donc c'est un centre de relais pour le traitement de l'information transmise au cortex visuel et donc, le reste des fibres du tractus optique vont déguster avec d'autres noyaux, à savoir noyaux réticulaires thalamiques, les noyaux de l'aire prétectale également, donc les noyaux suprachiasmatiques et la formation réticulée. Donc les fibres émanant des neurones du ganglion genouillé latéral, ici, vont se projeter sur le cortex visuel primaire, groupés en 2 faisceaux principaux. Donc les radiations temporales, qui vont suivre un trajet antérieur le long de la face médiale du lobe temporal avant de revenir en arrière vers l'aire visuelle primaire, et les radiations pariétales qui eux, vont converger vers le bord supérieur de l'aire visuelle primaire, de part et d'autre de la scissure calcarine. Donc, c'est une irrigation. L'irrigation du faisceau pariétal est assurée par les branches distales de l'artère cérébrale moyenne, tandis que l'irrigation du faisceau temporal est assurée par l'artère choroïdienne antérieure et les branches proximales de l'ACM. Donc, à noter que l'apex du pôle occipital possède une double irrigation de la circulation cérébrale antérieure et postérieure. Donc ici, une vue plus détaillée de l'aire visuelle primaire, donc, qui montre ici la face médiale du pôle occipital avec la scissure calcarine et la projection des radiations pariétales et temporales avec toujours le respect de la rétinotopie au niveau du cortex visuel primaire. Et on peut observer que la partie centrale qui est celle de la vision de précision se projette vers la partie la plus postérieure de cette ligne, avec de part et d'autre les parties intermédiaires, tandis que l'extrémité du champ visuel se projette vers la partie très antérieure de cette aire visuelle primaire. Donc, et ici, je répète que le pôle occipital possède une double irrigation afin de préserver la vision centrale. Donc ici, c'est un schéma qui reproduit l'ensemble de la voie rétino-corticale. Et voilà, tous les déficits des champs visuels qu'on voit, donc renseignent un peu sur la complexité des atteintes qu'on peut rencontrer, mais grâce à cette systématisation ou bien cette répartition en 3 portions de cette voie, on arrive à s'en sortir, de telle sorte que une atteinte de la portion préchiasmatique, ici, donc avant la décusation, serait responsable d'un déficit mono-oculaire, qu'il soit en rapport avec un problème rétinien ou du nerf optique. La portion rétrochiasmatique
quant à elle, va être responsable d'un déficit latéral homonyme de taille variable en fonction du site, mais toujours de même côté du méridien vertical du champ visuel, alors que la portion chiasmatique classiquement donne une atteinte des deux émichants temporales. Par contre, il existe d'autres lésions possibles en fonction de site de la lésion. Est-ce qu'il est latéralisé de part et d'autre du chiasma optique, ou bien est-ce qu'il est à la jonction nerf-optique et chiasma? Donc, la vision n'est pas complète quand l'image atteint le cortex visuel, car elle manque de sens, et jusqu'à ce que le signal soit acheminé vers deux voies du cortex visuel associatif au niveau du lobe temporal et au niveau du lobe pariétal et au niveau du lobe temporal. Donc, c'est une voie, la voie occipito-pariétale, c'est la voie du OU. Donc, elle permet l'intégration de l'information visuelle avec les informations sensorielles, auditives, somato-sensorielles et la motivation. Donc, une lésion à ce niveau serait responsable, surtout quand elle est droite, elle serait responsable d'une héminégligence spatiale. Et la deuxième voie, qui est la voie ventrale occipito-temporale, c'est la voie du quoi, et donc il permet la reconnaissance des objets et l'intégration de l'information visuelle avec les connaissances du patient et son capital mnésique. Donc, une lésion de la voie ventrale gauche serait responsable du fameux syndrome Alexis sans agraphie. Donc, le patient est capable de reconnaître les lettres, mais il est incapable de les lire et peut également écrire. Une lésion de la voie dorsale droite serait responsable de difficultés visio-spatiales. Donc, après la voie optique consciente, il y a des voies optiques inconscientes parallèles qui, eux aussi, émanent du tracus optique, mais sans avoir fait synapse avec le corps genouillé latéral. Donc, ces voies-là vont être destinées à traiter le réflexe pupulaire de la lumière, donc en s'articulant dans les noyaux de l'aire prétectal, mais également d'autres noyaux en s'impliquant dans la régulation du rythme nictéméral à travers les noyaux supranucléaires qui vont se connecter avec la glande piale et sécrétion de la mélatonine. Avec les colliculus supérieurs, donc, pour intervenir dans le mouvement conjugué de la tête et des yeux, et avec la formation réticulée dans la régulation de l'état de veille et l'attention. Donc, concernant les voies du contrôle pupillaire, donc c'est une voie qui est une voie parasympathique, à travers laquelle donc la lumière, une fois projetée au niveau de la rétine, cette fois-ci, elle va activer directement des cellules ganglionnaires autres que les cellules ganglionnaires qui sont impliquées dans la voie optique. Donc, ces derniers vont acheminer l'influx nerveux le long du nerf optique, le chiasma optique, les bandelettes, puis arrivant au niveau des noyaux prétectaux, et ils vont s'articuler avec le noyau de Edinger-Westphal qui fait partie du groupe nucléaire du 3. Et à partir de ce niveau, il y aura la voie efférente qui va être dirigée vers le muscle de l'iris et pour la vasoconstriction et muscle ciliaire pour l'accommodation, après avoir s'articulé avec le ganglion ciliaire. Donc on remarque que
quelle que soit la voie de l'influx nerveux, il y aura une projection bilatérale sur les noyaux. Si vous voulez, vous avez 2 minutes pour finir votre présentation. D'accord. Sur les noyaux. Et du coup, on a une irrigation bilatérale, même si l'influx nerveux provient d'un seul côté. Ceci a beaucoup de retombées cliniques. À titre d'exemple, ici, une atteinte de la voie afférente, qu'elle soit unilatérale ou asymétrique, va donner un défect pupillaire afférent qui est toujours unilatéral par défaut de conduction de l'influx nerveux de ce côté. Tandis qu'une atteinte sur la voie afférente va donner automatiquement une anisocorie, c'est-à-dire une difficulté de constriction du muscle ciliaire, avec une préservation de l'accommodation qui, elle, passe par d'autres circuits et qui ne traverse pas cette boucle. Donc, et puis, il y a l'autre voie sympathique du contrôle pupillaire qui est une voie tout à fait distincte de celle-ci et qui est responsable du fameux syndrome de Claude Werner-Horner. Et donc, en résumé, l'étude des voies visuelles revêt un grand intérêt de localisation des processus physiopathologiques. Donc, il est important de distinguer entre les pathologies du globe et du nerf optique avec le déficit de vision qui est toujours monooculaire, les lésions du chiasma optique qui provoquent classiquement une hémianopsie bitemporale hétérométrique, ça veut dire de taille variable, mais pas que, et les pathologies rétrochiasmales qui provoquent souvent des hémianopsies homonymes. Donc, avec une atteinte des deux moitiés gauche du champ visuel, selon que la lésion soit des deux moitiés du champ visuel, selon que la lésion soit à gauche ou à droite. Donc voilà, et je vous remercie pour votre attention.